Il est infirmier SIAMU et travaille depuis 12 ans aux soins intensifs, actuellement au CHU Tivoli. Il est doctorant et assistant en santé publique à l'ULB et le sujet de sa thèse porte sur la charge de travail aux soins intensifs. Il est aussi vice-président de l'Association francophone des infirmiers de soins intensifs. Alors, je lui passe la parole directement. Arnaud, nous vous écoutons. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Tout à fait. Parfait. Donc, merci pour l'invitation. Ma présentation va être sur l'impact du Covid sur les conditions de travail des infirmières et principalement sur la prévalence du burn-out. C'est une étude que j'ai effectuée avec Pierre Smith, qui est aussi infirmier de formation et doctorant et chercheur à l'UCL Louvain. Alors, c'est important. Moi, j'ai fait mon doctorat sur la charge de travail infirmière aux soins intensifs. Et donc, je ne suis pas un spécialiste de l'épuisement professionnel que je vais appeler burn-out pour cette présentation. Mais c'est Pierre Smith qui, pendant la crise, début mai, m'a contacté, ou c'était plutôt mi-avril, en disant Arnaud, il y a quelque chose à faire pendant cette crise. Tu ne veux pas faire un questionnaire avec moi et lancer une étude sur cette prévalence du burn-out? Et c'est comme ça que ça a démarré. Hop. Donc ça, c'est la table des matières. Je vais suivre une structure IMRAD avec une introduction, méthodologie, résultats. Dans la discussion, je vais présenter les pistes de solutions qu'on avait présentées à la ministre fédérale Maggie Delbecq à l'époque avec l'Union générale des infirmiers de Belgique et enfin des conclusions. Comme je l'ai dit, donc c'est en avril 2020. C'est vraiment, on a essayé d'évaluer les conditions de travail et la vie privée des infirmières, la prévalence du risque de burn-out et on va voir les facteurs qui sont associés à une augmentation du risque de burn-out et enfin un petit peu le management du travail et du soutien social par rapport aux collègues, même si cette troisième partie des analyses de données n'est pas encore réalisée. Alors, une définition, donc le burn-out ou l'épuisement professionnel, c'est bien un syndrome, donc c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui est lent, qui est chronique et qui est lié au travail. Donc le burn-out on ne vient pas en burn-out du jour au lendemain et quand on y est, pour sortir de ce fléau, c'est très long également. Alors il y a 3 caractéristiques. Il y a l'épuisement vraiment professionnel, le manque d'énergie, la sensation d'être négatif, d'être cynique et le manque d'efficience également et d'efficacité professionnelle. Alors les symptômes, ils sont multiples. C'est pour ça que c'est compliqué pour le diagnostiquer. C'est beaucoup de symptômes émotionnels comme de l'anxiété, mais cognitifs aussi. On perd de la concentration, de la mémoire. Il y a de l'isolement, de l'agressivité. Ça peut donc, comme vous pouvez voir, les listes des symptômes, c'est même une liste de symptômes qui n'est pas exhaustif. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour le diagnostiquer. Alors pour le diagnostiquer, normalement, c'est un psychologue ou un médecin qui le diagnostique. Mais il y a des échelles qui permettent du coup d'évaluer le risque de burn-out. Donc c'est pour ça que je vais toujours parler de risque de burn-out dans la présentation, car ça s'est fait par une échelle et il existe plusieurs échelles pour évaluer la prévalence du burn-out. Et celle qu'on a décidé de prendre, c'est la Maslach Burnout Inventory, MBI, même s'il en existe d'autres. Donc on est bien d'accord, c'est le risque de burn-out qui a été évalué dans cette étude. Alors on a utilisé le MBI parce qu'en fait, dans les études, comme on peut voir dans cette méta-analyse, c'est l'échelle la plus utilisée actuellement pour évaluer le risque de burn-out chez le personnel soignant. Et donc, on l'a prise pour pouvoir évidemment se comparer avec un peu ce qui se passe dans la littérature et dans les autres pays. Et donc, cette échelle, il y a 22 items et elle permet d'évaluer trois dimensions, le risque d'épuisement, la dépersonnalisation et aussi la perte d'accomplissement personnel. Il y a ça permet de calculer des moyennes pour chaque sous-groupe.
Il y a une définition qui peut varier en fonction du risque de burn-out en fonction de ces 3 dimensions. Et donc, on peut permettre d'avoir un score quantitatif par rapport à ce risque de burn-out. On a choisi aussi le MBI parce que le KCE, dans le rapport que Adrien a parlé, ils avaient également utilisé le MBI, ce qui a permis de nous comparer nos résultats avec ce rapport du KCE publié en janvier 2020. Et c'est utilisé aussi par l'Agence fédérale des risques professionnels pour évaluer le risque de burn. Alors, dans la méthodologie, ça s'est fait avec un questionnaire qui a été envoyé via toutes les associations professionnelles. Et donc, je tiens à les remercier parce qu'ils ont vraiment bien joué le jeu. On a aussi diffusé le questionnaire via les réseaux sociaux. Le questionnaire a été traduit en néerlandais, mais malheureusement, on n'a pas eu d'appui des associations flamandes et donc on n'a pas eu de données au niveau du nord du pays. Donc ça, c'est notre grand regret. Et le questionnaire a été diffusé entre le 21 avril et le 4 mai. Et comme vous pouvez voir, c'était plus ou moins juste après le premier pic de la première vague. Donc, dans les résultats, on a quand même un bel échantillon de 4500 infirmières francophones, principalement donc 30% dans la région bruxelloise, capitale, et 70% dans la région wallonne. Pour se comparer à ce rapport du KCE, par exemple, c'était 5000 répondants. Attention, dans cette présentation, on va se comparer avec le rapport du KCE, même si les échantillons ne sont pas vraiment comparables, car dans le rapport du KCE, c'était principalement des infirmières qui travaillaient dans des hôpitaux et plutôt dans des hôpitaux aigus, que chez nous, dans notre présentation, comme vous pouvez voir dans le graphique du bas, on a certes beaucoup d'infirmières de soins intensifs parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui travaillent aux soins intensifs et puis c'était une étude qui était portée via la CIS Nursing. Mais on a aussi des infirmières qui travaillent dans les maisons de repos et des infirmières à domicile qui ont pas mal répondu au questionnaire. On a aussi des infirmières psychiatriques et comme on va le voir par la suite, c'est les infirmières à domicile ou de maisons de repos ou qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques avaient peut-être des différences au niveau des résultats. Donc, au niveau de la taille d'échantillon, l'âge moyen était de plus ou moins 40. Évidemment, 85% étaient féminins, ce qui correspond vraiment plutôt aux statistiques belges. On avait plutôt une moyenne d'ancienneté qui était assez élevée. Et par rapport à la perception de l'augmentation de la charge de travail par rapport au Covid-19, 70% disaient que c'était assez élevé par rapport à cette pandémie. Alors, l'équipement, donc ça, c'était une toute petite partie des questions, mais l'Université d'Anvers a fait une étude qui a été beaucoup plus approfondie. 60% ont répondu qu'il n'y avait pas assez d'équipement professionnel. Et si on va un peu plus loin, les infirmiers à domicile, c'était plus de 80 ou 90%, et les maisons de repos également. Donc, si on va aller plus loin par rapport aux équipements de protection. Et il y avait quand même beaucoup d'infirmières qui ont répondu, qui étaient exposées de manière assez importante aux patients affectés par du Covid-19. Donc, ça, c'est les résultats. On a les résultats par rapport aux 3 dimensions et on se compare avec l'étude du KCE. Donc, en orange, c'est l'étude du KCE. En bleu, c'est notre étude. Donc, je dis bien, ce n'est pas les deux mêmes échantillons. Mais on peut voir que dans les 2 dimensions, on a une augmentation quand même assez importante par rapport à cette étude du KCE. Et en tout, on peut conclure, et ça, c'est le résultat principal de cette étude, c'est que 7 infirmières sur 10 sont à risque de burn-out juste après cette première vague, avec quand même la dimension d'épuisement professionnel qui est fort marquée par rapport à ces 3 dimensions. Donc, c'est quasiment, on pourrait dire grosso modo, par rapport à l'échantillon du KCE, quasiment, on va dire, 2 fois plus élevé. Alors, quels sont les facteurs de risque? On a essayé d'isoler des facteurs de risque de manière statistique pour savoir quels sont ceux qui étaient à plus de risque de burn-out. Donc, si on prend l'âge de manière comme variable continue, on pouvait voir que les infirmières
plus jeunes étaient plus à risque de burn-out. Les infirmières avec moins d'expérience aussi étaient exposées à plus de burn-out. Donc, ce qui nous fait un peu peur, encore une fois, on a peur que cette première vague, et moi j'ai encore plus peur que cette deuxième vague, fasse augmenter le turnover des infirmières et que les infirmières quittent encore plus précocement notre profession. Alors, si on compare par rapport aux infirmières des unités médicales et chirurgicales, on pouvait voir que les infirmières de maison de repos avaient d'ailleurs la prévalence la plus élevée. Donc, c'était la plus élevée dans cette étude. Donc, initialement, on s'était dit que c'était les unités d'urgence et de soins intensifs qui allaient avoir la prévalence la plus élevée. Ben non, c'est les maisons de repos. Les unités Covid avaient également plus de risques d'avoir un risque de burn-out, les urgences et enfin les soins intensifs. Alors, l'augmentation de la charge de travail était un facteur également aussi associé de manière indépendante au risque de burn-out. Donc, 70% déclaraient qu'ils avaient une augmentation de charge de travail. Et alors, quand les infirmières déclaraient qu'il y avait une augmentation de charge de travail, ça a augmenté le risque de 81% le risque de burn-out. Par rapport au temps de travail, donc là, quand je parle de temps de travail, c'est se dire que les infirmières ont déclaré qu'ils ont travaillé, enfin 18% ont déclaré qu'ils travaillaient plus qu'un temps plein pendant cette crise, pendant cette pandémie, parce qu'on était régulièrement rappelé, et d'ailleurs c'est encore le cas maintenant. Et comparé à une infirmière qui travaille à temps plein, le fait de travailler plus qu'un temps plein augmentait le risque de burn-out aussi de 16%. Par rapport aux équipements professionnels, là également, le manque d'équipements professionnels était aussi associé à l'augmentation du risque de burn-out et ici quand même de manière significative de 51%. Donc, c'est clair que cet équipement en suffisance pendant la première vague était un élément important. Et je répète, par rapport à cet équipement professionnel, il y avait quand même des différences par rapport aux hôpitaux, maisons de repos et infirmiers à domicile. Par rapport aux autres risques, il y avait le ratio infirmière par patient aussi qui était associé à une augmentation du risque de burn-out. Là, on a isolé quand même un peu plus quelques services parce que c'est difficile d'avoir le ratio infirmière par patient, par exemple, pour les maisons de repos. Le fait d'avoir des horaires imposés, le fait de ne pas avoir le choix également était associé à une augmentation du risque de burn-out. Et en fonction du nombre de patients qui traitaient le Covid-19 et surtout en fonction du nombre de décès, en fonction de l'exposition aux décès, on voyait une augmentation du risque de burn-out. Et on pourrait même aller un peu plus loin. Et il y a des études intéressantes, par exemple, aux cliniques universitaires Saint-Luc sur les stress post-traumatiques, évidemment. Alors, si on fait un peu de la discussion, si on se compare, on peut voir que là, vous voyez un peu les risques de burn-out qui sont pris dans cette méta-analyse. On peut voir que si on imagine notre résultat principal qui est de 71%, on peut voir qu'on a un risque de burn-out qui est quand même beaucoup plus élevé qu'on a pu voir dans la littérature par rapport aux infirmiers. Si on se compare à des études qui ont été faites évidemment en Belgique, ce qui est peut-être plus intéressant, on peut voir que dans cette étude publiée en 2012, on voyait un risque de burn-out de 25% et qu'on voyait que le risque de burn-out était entre 10 et 78% chez les infirmières en Europe. Donc 25% en 2012, on va dire un peu plus de 30% dans l'étude du KCE, même si les échantillons ne sont pas toujours comparables. Et dans notre échantillon, on est à 71%. Donc, ce qui fait qu'on a un score qui est très élevé par rapport quand on se compare un peu à la littérature. Et encore une fois, là, je parle toujours du risque de burn-out par rapport au MBI. Alors, dans la littérature, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour recommander pour limiter ce risque de burn-out? Donc, si vous voulez vraiment, pendant la première vague, il y a eu cette publication qui a été vraiment très intéressante. Et donc, ils ont fait des recommandations par rapport à des facteurs individuels, parce qu'évidemment, ça dépend un peu de chaque personne, et par rapport au service. Et je pense que dans ces recommandations, ça résume vraiment principalement ce qu'on pensait et aux recommandations de l'UGIB. Donc, c'est évidemment avoir, par rapport aux facteurs individuels, c'est d'avoir assez de jours de repos. C'est facile à dire.
l'opportunité de pouvoir avoir des débriefings. Et là, on a un infirmier qui s'appelle Jean-Christophe Servotte qui fait des études très intéressantes et qui vient de publier la semaine dernière une étude là-dessus sur les infirmiers de soins intensifs et d'urgence. Et on essaye de faire des études qui permettraient de démontrer que ces débriefings pourraient diminuer le risque de burn-out ou en tout cas le stress. Évidemment, les formations par rapport aux infections, par rapport aux pandémies. Enfin, de manière structurelle, adapter évidemment la charge de travail, évidemment les matériels de protection et avoir une communication claire. Alors, par rapport à toutes ces recommandations, les équipements, donc ça, c'est ce qu'on a montré à la ministre de la Santé publique à l'époque, c'était mi-mai. Et alors, c'est d'avoir des équipements de protection donc, et pouvoir entraîner également les infirmières à savoir bien s'équiper et se déshabiller. Donc ça, c'est les recommandations qu'on a émises avec Adrien Dufour et l'Union générale des infirmiers de Belgique. Par rapport à la gestion émotionnelle, et donc là, je salue quand même par rapport au Fonds des blouses blanches et par rapport à cet appui psychosociaux, c'est ce qu'on avait recommandé, c'est d'avoir un follow-up psychologique et un support psychologique dans tous les secteurs. C'est de vraiment essayer d'avoir des team débriefing. Et donc là, je vous renvoie via Jean-Christophe Servotte qui fait ça avec maintenant les étudiants en soins infirmiers. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très important, mais qu'on peut mettre aussi également en place avec une psychologue dans votre service, en respectant les mesures, les barrières, les mesures d'hygiène évidemment, mais aussi d'avoir des briefings individuels avec une psychologue. Il faut évidemment il y a plusieurs recommandations qu'on a aussi définies, c'est qu'il faut vraiment une unité de crise et entraîner les politiques et tous les managers dans les hôpitaux à identifier les signes de burn-out. On voudrait aussi implémenter un monitoring du risque de burn-out. Donc, ce qu'on a fait pendant la première vague, on voudrait le refaire avec une seconde vague, avec un consortium de l'UCL Louvain, l'ULB, l'Université d'Anvers, par exemple, avec vraiment une équipe de recherche infirmière transversale pour pouvoir suivre ça de manière continue. Et enfin, c'est vraiment avoir un éveil, même au sein des infirmières, des risques et des symptômes de burn-out pour que quand ils identifient qu'ils ont des symptômes, qu'ils puissent consulter de manière assez précoce pour pouvoir prévenir, évidemment, le mieux, c'est de prévenir ce risque de burn-out. Alors, au niveau des émotions, je voulais juste dire qu'évidemment, il faut bien comprendre que tout ça, c'est des statistiques dans cette étude, donc 4 500 infirmières, mais qu'évidemment, il faut prendre en compte toutes les caractéristiques individuelles des personnes et qui vont pouvoir influencer le coping et la résilience, enfin, par rapport à cette pandémie. Et donc, ça, je pense que c'est le travail des psychologues et par rapport à ces débriefings individuels. La charge de travail, donc là, évidemment, ça, c'est un peu plus mon sujet de doctorat. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, à l'avenir, définir des standards de permanence infirmière pour les unités Covid et enfin, maintenant, ce qu'on trouve beaucoup, les middle care. Je pense que c'est vraiment important et avoir vraiment une preuve de formation. Et donc là, je vous mets par exemple cette étude qu'on vient de publier. Donc là, c'est encore une fois les soins intensifs. On a évalué dans 3 hôpitaux wallons l'augmentation, l'impact au niveau de la charge de travail du Covid-19 par rapport à la charge de travail infirmière aux soins intensifs. Et donc, le Covid-19 augmente en moyenne de 20% la charge de travail dans cette étude par rapport à des patients non Covid-19. Il faut vraiment avoir un bon management et être de manière sécuritaire. Donc, il faut vraiment définir évidemment une législation et évidemment s'adapter le moins possible aux imprévus. Alors, ça, ce n'est pas évident. S'adapter aux moyens humains et avoir des mécanismes d'adaptation par rapport à la rétention des infirmières et essayer de vraiment diminuer cette flexibilité qu'on a pour l'instant par rapport à cette crise. Mais bon, ça, c'est évidemment très compliqué vu la pénurie d'infirmiers actifs actuellement. Dans la communication, enfin en tout cas par rapport aux politiques, il faut vraiment essayer de diminuer le plus possible l'incertitude
et essayé d'avoir de l'anticipation par rapport à cette crise. C'est pas évident parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc ça c'est clair. Et alors, moi, mon petit message personnel, ce que je voudrais dire par rapport à cette anticipation, je pense que ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu d'experts infirmiers, en tout cas clairement identifiés dans toutes ces commissions ou ces experts de Covid-19. Et donc, il y a manqué de gens de terrain. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on a manqué d'anticipation dans certaines mesures par rapport aux politiques. Je vais essayer d'aller très vite et très finir. Mais évidemment, il faut avoir une communication claire et cohérente entre les décisions et tous les professionnels de la santé. Et donc, il faudrait créer, je répète encore une fois, peut-être un conseil scientifique infirmier transversal pour pouvoir suivre la profession infirmière de manière scientifique. Enfin, évidemment, il y a des mesures qui doivent être prises à court terme par rapport à cette crise du Covid-19, mais enfin des mesures à long terme. Et ça, je répète un peu ce que Adrien Dufour a dit avec le mémorandum de l'UGIB. C'est vraiment important d'investir dans la profession infirmière et je pense que c'est vraiment le mot investir est important. Et donc, par rapport au risque de burn-out et au stress post-traumatique, je pense qu'il est important d'avoir des fonds pour pouvoir faire monitorer, pour pouvoir suivre de manière continue. Et donc, évidemment, cette étude avec Pierre Smith, on l'a fait de manière bénévole, complètement bénévole. C'est en dehors de notre thèse de doctorat. On a fait ça en plus. Et donc, c'est clair que les résultats que je vous présente ne sont pas idéaux, je le sais. Et donc, si on pouvait avoir des fonds pour financer ça, c'est clair qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus affiné dans l'avenir. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment une collaboration entre toutes les maisons de repos, hôpitaux. Et ça, c'est ce qu'Adrien Dufour dit. Je pense qu'il faut ça vraiment dans tous les secteurs. C'est important. Les conclusions, donc 7 infirmières sur 10 ont un risque de burn-out, c'est vraiment très élevé, c'est vraiment important. Il faut prendre des actions à court et à long terme, comme on l'a dit. Je ne vais pas revenir sur tous les facteurs de risque, mais je pense que vous l'avez compris. Et je pense que ce qui est important, évidemment, c'est de faire appel à des supports psychologiques et évaluer ça de manière continue avec un monitoring. Et je pense qu'un financement pour un comité scientifique infirmier sera vraiment important et intéressant. Merci de votre attention. Merci Arnaud de nous avoir présenté les résultats de cette étude. Je confirme aux participants que la présentation sera disponible sur notre site internet normalement dès demain, ainsi que toutes les autres présentations que nous faisons défiler aujourd'hui. Merci Arnaud d'avoir mis en lumière les risques de burn-out. 7 sur 10, c'est effectivement un chiffre très élevé. Je voudrais aussi vous remercier pour vos recommandations. Et nous allons maintenant entrer